Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cas clinique. Avant, je vais faire le petit semblant d'intro habituel. Pour vous dire, déjà merci à toutes les personnes déjà qui regardent les vidéos, encore plus à ceux qui me soutiennent avec l'abonnement payant qui leur donne accès au PDF. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon Instagram il est juste ici. On est 5000 et quelques, 5100. La vidéo, je pense qu'elle va être relativement courte, il y a une vingtaine de diapos, c'est des cas cliniques, je vais surtout parler. En général, quand je fais des cas cliniques, il y a plus ou moins un thème sur la vidéo. Là, le thème, ça va être de montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de forcément de tout connaître, de connaître toutes les pathos, de connaître tous les tests possibles pour pouvoir aider les patients. Et je vais vous illustrer ça avec 3 cas cliniques concrets. Alors, le premier, c'est un patient, alors ça c'était il y a longtemps, ok? C'était il y a longtemps, mais c'est un patient qui m'est resté longtemps en tête parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un mec de 50 ans qui a des douleurs au niveau du rachis lombaire, c'était un accident de travail, il vient avec un diagnostic de lombalgie, ok? Jusque-là, super classique. Mes compétences, donc je vous ai dit, c'était il y a longtemps, hein, donc c'était pas ouf en termes de triage et c'était pas ouf en termes de facteurs psycho, ok? J'ai toujours plutôt bien échangé avec mes patients, mais voilà, le repérage des facteurs psycho, c'était pas top. Donc c'est les deux choses vraiment qui me manquaient beaucoup à ce moment-là. Parmi énormément de choses qui me manquaient beaucoup, hein, mais ça c'était vraiment les deux choses qui me manquaient le plus. Et donc on fait un suivi tout à fait classique. En fait, le patient était super sympa, super cool. Il était impliqué, il était appliqué dans les exercices et tout ça, donc enfin, il faisait les exercices de manière... Enfin voilà quoi, il était impliqué, il s'appliquait, tout était nickel. Il progressait super bien. Et en fait, on a fait de la remise en charge progressive. Ok, tout simplement. Et en fait, au bout de 3 séances, 3-4, c'était à longtemps, je me rappelle plus, mais très rapidement, en fait, ce patient-là, il allait beaucoup mieux. Et des choses qu'il pouvait plus faire, il pouvait les refaire. Notamment se pencher en avant et passer du temps en position de flexion, parce qu'avant en fait il était obligé de se relever, de faire des pauses et tout, parce que ça le fumait. Donc ça allait mieux, mais en fait il restait toujours une douleur localisée au niveau de la sacro-iliaque. En fait le patient il s'est amélioré très vite, et au bout de quelques séances, mais je crois on a dû faire le bilan avec la séance, après on a dû faire 1 ou 2 séances, et ouais, dès la 3e séance d'exo, ouais, il devait me dire ouais j'ai quasiment plus mal, mais en fait il y avait toujours une douleur au niveau de la sacro-iliaque. À chaque fois, il me pointait sa sacro-iliaque, il me dit j'ai beaucoup moins mal, mais j'ai toujours cette petite gêne, cette petite douleur au niveau du bas du dos. Donc on arrive à la séance suivante, et là je me dis bon on va pas, ça va carrément mieux, mais cette douleur-là elle passe pas. Je me suis dit on va faire quelque chose de différent, on va essayer de faire un petit peu de thérapie manuelle qu'on n'avait pas du tout fait jusqu'à maintenant. Absolument pas de thérapie manuelle. Donc on en fait, et en fait, je me rappelle très bien, parce que j'avais fait qu'une seule manip. Donc on fait un mouvement qui faisait mal, donc qui redéclenchait sa douleur au niveau de sa sacro-iliaque et tout ça, ou en tout cas de ce que je pensais être sa sacro-iliaque. On fait une manip, donc je fais une manip de sacro-iliaque, donc en gros, je fais une manip pour antérioriser un iliaque qui serait postérieur. Donc un iliaque postérieur, le but ça serait de l'antérioriser. Je fais la manip, on entend le crack, on reteste juste derrière, je fais rien d'autre, et il me dit « Ah purée, ça va beaucoup mieux. » Ok, très bien, je m'attendais pas à ce que une diminution de la douleur après une manip c'est déjà pas mal, mais alors une abolition totale de la douleur, même moi j'étais surpris. Et en fait, après, donc, on a fait la séance, ensuite on a fait un peu de mouvement, tout ça, plus de douleur, et on avait une séance qui était programmée un peu plus tard, après, je crois que c'était pas la semaine, parce qu'il partait en vacances, ou je sais plus, enfin bon. En gros, on avait une séance plus tard, au lieu de que ce soit toutes les semaines, c'était 10 jours après, ou 2 semaines. Il arrive, et il me dit, en fait, j'ai toujours pas mal, j'ai zéro douleur depuis la manipulation de la dernière fois. Du coup, et on n'avait pas fait la séance, la dernière séance, on s'était dit, on va pas faire une séance pour faire une séance, on avait arrêté là. Et du coup, moi, ça me tracassait. Parce que la thérapie manuelle, j'ai toujours été sceptique. Pour plusieurs raisons. Déjà, je savais quand même à l'époque qu'on replaçait rien, voilà.
Mais les effets, enfin moi j'avais des profs de thérapie manuelle, voilà, il y avait des grands discours, fallait être précis, fallait être spécifique et tout ça. Moi ça m'a toujours gonflé, surtout que voilà, les preuves qu'on m'apportait, c'était pas non plus excellentes. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai un a priori moi, parce que bah, je fais de la muscu. Alors je sais que parmi les go muscu, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui kiffent les ostéos, alors c'est peut-être un ressenti, mais j'ai l'impression que en muscu, les gens ils kiffent les ostéos. Ah ouais, tout, j'ai mal là, l'ostéo il m'a remis ça en place, clac, 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 il m'a fait des trucs il m'a fait bouger mon articulation, nanana, nanana. Les explications biomécaniques, beaucoup appréciées, j'ai l'impression, dans le domaine de la muscu. Mais moi en fait, ce qui m'agaçait, c'est que des fois j'avais des douleurs, mais en fait, je voulais pas être dépendant d'un ostéo ou d'un kiné, me dire j'ai mal à l'épaule, faut que j'aille me faire manipuler pour aller mieux. Non, moi je veux aller mieux tout seul. Et du coup, bah, je voulais pas que la thérapie manuelle, ça soit le remède miracle, parce que du coup, ça allait contre ce que moi je voulais. J'aurais pu avoir tort. Bon, a priori, j'avais pas tort, ça a jamais, à aucun moment, c'est un obligatoire. Mais voilà. Mais du coup, j'utilisais un petit peu la thérapie manuelle et je le faisais vraiment, voilà, comme ça. Des fois, ça pouvait même être pour combler les séances parce que je savais pas quoi faire avec les patients. Mais en fait, ce patient-là, c'est le patient qui m'a fait me dire, ah ouais, non, mais en fait, je vais garder la thérapie manuelle parce que, en fait, je sais pas pourquoi ça a marché. Je sais que j'ai rien mis en place, mais avec ce patient-là, en tout cas, ça a marché. Et ça allait beaucoup mieux. Donc je me suis toujours dit, je garde ça en tête. Donc c'est pour ça que j'ai toujours gardé ça dans ma boîte à outils. Alors là, j'ai eu un petit moment dyslexie. C'est outils ici. Donc voilà. Et en fait, on va voir. Alors pourquoi peut-être cette manipulation, c'était la bonne chose à faire avec ce patient, mais pourquoi en fait, ce qui m'a fait aller vers le chemin de la manipulation, c'était peut-être pas c'était peut-être pas les bonnes raisons en fait. Et c'était sûrement pas les bonnes raisons. Alors juste avant, on va faire juste quelques informations sur la sacro-iliaque. La sacro-iliaque, donc c'est l'articulation qui est ici. Bon là, je vous apprends rien. On va pas revoir de l'anatomie de base non plus. En fait, elle est donc dans les lombalgies, vous le savez, il y a les lombalgies avec pathologie sérieuse, 1 à 2% des gens. Ensuite, on a 5 à 10%, c'est des problèmes de nerfs. Et on a tout le reste, 90%, c'est du non spécifique. Dans les pathologies non spécifiques, dans les lombalgies non spécifiques, on peut avoir des problèmes de disques, on peut avoir des problèmes de facettes, et on peut avoir des problèmes de sacro-iliaque. Et la sacro-iliaque, ça serait à peu près 13% des lombalgies non spécifiques. Ok. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les problèmes de sacro-iliaque, ça donne pas forcément que des douleurs au niveau de la sacro-iliaque et au niveau de la fesse. Ok, ça peut descendre. Ok, dans la cuisse, ça peut descendre au niveau du pied, ça peut même descendre. Enfin oui, au niveau du pied, ça peut descendre au niveau de la cheville et du pied. Enfin voilà. Donc vous avez tous les trajets ici. Donc faut pas se dire que forcément problème de sacro-iliaque, c'est forcément bas du dos et dans la fesse. Ok. Alors pourquoi en fait j'ai manipulé la sacro-iliaque chez ce patient? Et ben en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, il me montrait sa sacro-iliaque. Et moi, on m'avait dit en cours, c'est l'air de Fortine, je sais plus. C'est quand le patient il vous montre précisément sa sacro-iliaque, bah en fait, peut-être que le problème c'est la sacro-iliaque. Ok. Ensuite, on m'avait expliqué le cluster de la STET avec donc les 5 tests et tout ça. Et j'avais eu une explication très bancale. C'est-à-dire, si c'est positif, c'est un problème de sacro-iliaque. S'il y a des tests qui sont positifs, mais pas assez pour être positifs comme dans cette étude-là, c'est que la sacro-iliaque, elle a un problème, mais pas un gros problème. Sous-entendu, test positif, genre par exemple si vous avez 3 sur 6, bon là il y a 5 tests, mais vous faites le Galsen, vous faites des deux côtés. Si vous avez 3 tests sur 6, ou si vous retirez Galsen, il n'en reste plus que 4 du coup, 2 sur 4, c'est positif et ça peut, voilà, ça peut être un problème de sacro-iliaque, voire un problème inflammatoire de sacro-iliaque. S'il y a des tests qui sont positifs mais pas assez pour que ce soit un vrai problème, ça peut être une indication à la thérapie manuelle. Donc là, on est dans le délire. En gros, on utilise des tests pour détecter des pathologies, pour les appliquer pour en faire des tests de thérapie manuelle. Ça m'a toujours posé problème, mais moi j'avais fait ça quand même. Je me suis dit, bon bah, je vais tester. Donc chez ce patient-là, j'avais fait des tests et j'avais dû avoir. Donc moi je faisais tout. Je faisais les 6. J'avais dû avoir 2 tests positifs et je me suis dit, bon bah, ça, plus 2 tests positifs, faut mobiliser la sacro-iliaque. Avant de passer à la suite, il faut savoir que le cluster de la STET, en fait, d'après cette revue systématique avec méta-analyse, c'est plus pour exclure une douleur d'origine sacro-iliaque que pour l'inclure. En fait, le cluster est négatif, on exclut, le cluster est positif, bon bah on sait pas ce qu'on fait avec ça. Donc je fais ça, je manipule, et le patient, il va mieux. Ok. Super. Hypothèse
Donc à l'époque, je savais pas trop pourquoi ça avait marché, aucune idée. Je me suis dit, bah en fait, avec ce patient-là, c'était ça qu'il fallait, mais pourquoi, je sais pas. Et du coup, ça me tracassait, je me disais, mais en fait, va falloir que. Je me disais, bah avec tous les patients avec qui ça traîne, va falloir que je fasse ça au cas où. J'en savais rien. Avec le recul, je me dis, en fait, le patient, peut-être que tout simplement, il avait des attentes envers la thérapie manuelle, mais je lui avais pas demandé, en fait, tout simplement. Pendant le bilan, si je lui avais dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour aller mieux, qu'est-ce que vous attendez des séances de kiné ou quoi, peut-être qu'il m'aurait dit, ah bah moi je pense qu'il me faut peut-être que manipuler la zone ça pourrait me faire du bien, ok. Ou mon ostéopathe ou mon ancien kiné il m'avait déjà manipulé, ça m'avait fait du bien. Bon bah vas-y on va refaire une manip, on va juste expliquer quel discours, qu'est-ce qu'on vous avait raconté quand on vous faisait une manip, ok. Ah bon bah ça va on vous a pas dit de conneries, ou ah on vous a dit des conneries, bon bah on va changer le discours, voilà. Donc conclusion, la thérapie manuelle je pense que c'était la bonne idée avec ce patient-là. Mais le cheminement pour en arriver à faire de la thérapie manuelle, il était mauvais. J'étais plutôt dans on va dire, j'avais un prisme plutôt patho-anatomique, une articulation qui manquait de mobilité, ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, peut-être que juste lui, il voulait de la thérapie manuelle. C'est tout. Ok. Donc finalement, en fait, ce patient-là, j'ai aucune idée de ce qu'il avait, de toute manière, mais au final, en tâtonnant un peu, bah, on a trouvé les solutions pour lui. Voilà. Donc ça, c'était le premier cas clinique. Donc là, c'est l'instant pub, prise en charge en première intention et repérage des pathologies graves, donc dans les cas de lombalgie, avec ou sans douleur irradiante. Donc on apprend à identifier toutes les pathologies qu'il faut savoir repérer quand on a un patient qui vient avec des problèmes de lombalgie. Ok. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sur le syndrome de la queue de cheval, qui dure 27 minutes, et donc c'est 27 minutes des 7h30 de vidéo de la formation. Voilà, il y a 275 diapos PDF. Ah, là, il y a vraiment du contenu pour vraiment pas cher, en fait. Actuellement, je suis en train de travailler sur la partie 2, qui concernera cette fois-ci les cervicalgies, donc les red flags sur les cervicalgies. Et pour le moment, il y a 3 modules différents. Actuellement, après peut-être qu'il y en aura plus, je sais pas comment, c'est pas encore totalement figé, mais en gros il y a une partie sur les atteintes du système musculo-squelettique, on va dire, avec les fractures et les instabilités cervicales supérieures. Il y a une partie neuro où on va parler des myélopathies cervicales et de l'identification des neuropathies. Donc comment, en fait, là on apprend à faire le bilan des neuropathies, enfin un bilan neurologique, on va dire, un examen neurologique pour le membre inf, bah là on va voir examen neurologique pour le membre sup, et en plus de ça, on verra l'examen neurologique des nerfs crâniens. Et il y aura une partie vasculaire, où je vais mettre à jour la vidéo YouTube que j'ai fait sur la sténose de la veine jugulaire, en rajoutant des cas cliniques, mais ça c'est juste en plus, sinon on va parler de tout ce qui est prise de tension, qu'on avait vu là-dedans pour pouvoir faire la BPI, mais là on ira plus loin, et en plus de ça on verra toutes les atteintes des artères au niveau du cou qu'il faut savoir repérer, ok. Donc artère vertébrale, artère carotide et tout ça, ok. Donc on reprend. La patient, deuxième cas clinique, du coup là c'est une patiente, une jeune, un peu plus de 20 ans, qui vient pour des douleurs aux deux genoux avec un diagnostic de syndrome fémoro-patellaire bilatéral. Première séance, on fait un long bilan, j'en ai pour 1 heure je pense. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des choses qui me posaient problème. Donc il y avait des douleurs bilatérales. Donc douleurs bilatérales, ça veut pas dire que c'est grave, mais ça veut dire quand même il faut réfléchir un petit peu. Il y avait des picotements au niveau des genoux. Donc je me suis dit, bon, ça peut être un petit peu problème neuro. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez par exemple dans le DN4. Douleur augmente à l'effort. Claudication. Donc en fait, on a tout testé. Et franchement, j'ai rien trouvé. Rien du tout. Bilan neuro, j'avais beau tout faire. Rien. Vasculaire, bah en fait, il y avait rien non plus. En fait, et ça se comportait pas vraiment comme du vasculaire de toute manière, en posant beaucoup de questions. Inflammatoire, rien, et après tout ce qui était. Il y a d'autres pathologies à savoir repérer au niveau des genoux et du membre inférieur. Mais en fait, bon, soit elle avait pas les facteurs de risque, soit elle n'était pas dans les catégories d'âge, ça correspondait pas, donc voilà. Mécaniquement, et même mécaniquement, en fait, c'était pas très cohérent. Elle avait mal au genou, mais des choses qui mettaient des contraintes sur le genou et que tu te dis, ouais, ça va faire mal, bah en fait, ça faisait pas mal. Et des choses, en fait, où tu te disais, bon, bah ça va pas faire mal, ça faisait mal. Aucun sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens.
Les objectifs ils étaient simples, c'était continuer d'aller à la salle, parce que c'était une femme qui allait à la salle et qui faisait du crossfit aussi, donc salle de muscu plus crossfit. Donc c'était avoir moins de douleur le lendemain, elle m'a dit, on s'était mis d'accord, on avait trouvé un objectif qui disait en fait, les douleurs elles pouvaient les gérer, mais juste que le lendemain ça aille quoi, voilà. Et donc elle pouvait, c'était pas ne plus avoir de douleur, c'était avoir des douleurs supportables le lendemain et pouvoir conduire plus longtemps, parce qu'en fait conduire au bout de 10 minutes en fait ça lui fumait le genou. Surtout un, en fait, il y en avait un des deux qui était plus douloureux. Point de départ, courir c'était impossible, mais on en reparlera, impossible, complètement impossible. Sauter sur place, très difficile. Et après, il y avait tout un tas de choses qui étaient possibles. Squat, speed squat, fente, voilà. Sachant que, en fait, quand je vous dis mécaniquement, c'était un peu chelou, c'est-à-dire que faire des fentes lestées comme pas possible, ça faisait quasiment zéro douleur, alors que sautiller, on va dire même sautiller sur place, ça déclenchait des grosses douleurs. Donc on a fait un programme, au cabinet en fait on chargeait, on faisait une première partie vraiment renfo, où on essayait de charger lourd tout ça, et on faisait une activité provocatrice à la fin. Donc au début on a commencé par des sauts et des choses comme ça. Et elle, à la salle, en fait, le but c'était de se buter régulièrement. C'est-à-dire, en fait, elle avait un programme où elle faisait. Il y avait les jambes qui apparaissaient 2 fois. Et en fait, c'était une personne qui faisait un petit 4x10, 4x12 répétitions, tranquille. Voilà, avec des poids qui restent les mêmes pendant très longtemps, de semaine en semaine. Donc, ce que je lui ai dit, c'est bah, sur le dernier. À chaque séance, tu prends un exo qui te fait pas qui te fait pas mal. Et à la dernière série, tu vas à l'échec, ou alors tu gardes le même poids et tu vas à l'échec, ou alors tu augmentes le poids, tu fais un peu moins de reps, mais tu vas à l'échec. Le but c'est de voilà d'y aller. Et ça, voilà. Et au cabinet, en fait, on faisait du cardio. Donc le but c'était de se fumer sur le tapis. Elle voulait faire du cardio, mais à part le crossfit, elle avait la flemme d'en faire. Et après, ça nous a permis d'accéder à la course, mais ça, on en reparlera après. Et donc on a fait ça pendant 4 à 6 semaines, et en fait, ça allait beaucoup mieux. À la fin, ça allait vraiment nettement mieux. Conduire très rapidement, c'était devenu possible. Voilà. Et en fait, on va voir une partie qui est intéressante. Parce qu'en fait, ouais, il faut parler avec les patients et vous allez voir pourquoi. À un moment donné, on était en séance, elle fait ses séries de fentes, et donc elle travaillait assez lourd. Donc, elle prenait des temps de repos assez longs. Ok. On parle, et à un moment donné, je lui dis, mais en fait, courir, c'est comment? Et elle me dit, bah, en fait, c'est impossible. Et je lui demande si ça l'embête, ça vous embête de pas pouvoir courir? Et elle me dit, pas du tout, j'aime pas ça, courir, ne pas courir, ça me dérange pas du tout. Et donc je lui pose la question, donc, parce que c'était un peu, en général, les gens, ils disent, non mais je cours pas, mais c'est vrai que pour courir après le bus, ou pour courir après mes enfants, ou ils me sortent un truc de la vie quotidienne, où il n'y a pas besoin de savoir courir 5 km à haute vitesse, mais juste de pouvoir faire quelques pas en courant, accélérer un peu, sans avoir mal. Et là je lui pose la question du coup, vivre une vie sans courir, c'est pas un problème pour vous? Alors ça, je me rappelle parce que c'est pas une question qu'on pose souvent quand même, hein, ce genre de choses, c'est vraiment pour lui dire, est-ce que si vous courez vraiment plus jamais de votre vie, est-ce que c'est bon pour vous? Et elle me dit, mais sans pression, elle me dit, ouais, je déteste ça, moi, c'est pas un problème. Ok. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas un problème, on va pas lui rajouter des objectifs qu'elle veut pas, elle veut faire son sport et conduire sa voiture sans problème. Bon bah, on se concentre là-dessus. Elle reprend, dans la même séance, hein, dans la même séance, elle reprend ses fentes, tout ça, et quelques temps après, donc on se retrouve pendant une de ses pauses. Et là, on parle, mais on parle en mode un peu perso. Donc, on parle plus de la kiné, on parle plus de rien. On se raconte nos vies, et surtout, elle me raconte sa vie. Et à un moment donné, elle dit la phrase, et là, je cours, et au bout de 3 pas, je m'arrête, car je peux plus, j'ai super mal. Et du coup, je lui dis, mais donc ça vous arrive de courir et d'être gêné comme ça? En fait, l'activité qu'elle faisait, alors j'ai pas tout le détail de l'activité, mais elle a un copain, ou elle avait un copain, je suppose qu'elle est toujours avec, j'en sais rien. C'est pas le sujet de la vidéo, a priori. Et en fait, ce mec, il lui court après, son mec, il lui court après, et en fait, bah, c'est une espèce de jeu qu'ils font, et en fait, bah, à chaque fois, elle a mal. Et donc, du coup, mais je lui demande, mais en fait, ça vous arrive souvent de jouer comme ça? Elle me dit oui. Mais je fais, mais du coup, ça vous embête pas que ça ça vous embête pas d'avoir mal dès que vous commencez à courir comme ça? Et là elle me dit, ah mais oui, non mais effectivement en fait maintenant que vous me le dites, ouais, ça c'est vrai que bah du coup on peut pas jouer comme je veux, comme je voudrais quoi.
Je fais ok, d'accord. Donc du coup, à partir de là, en fait, l'objectif de pouvoir recourir, mais même quelques pas, c'était redevenu un objectif. Et du coup, là, je me suis dit, bon, comme d'habitude, ambivalence des patients, les patients, des fois, c'est, voilà, il y a des cas comme ça, c'est assez spécial, ok? Et c'est là que je me dis à chaque fois, mais en fait, quand on est kiné, on prend 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes en même temps, comment vous faites pour avoir cet objectif-là? J'ai du temps avec elle, on parle ici, je lui demande si courir c'est un objectif. Elle me dit, grosso modo, je sais que je lui demande ici, elle me dit non. Après, on est en dehors du sujet. Sauf que quand elle m'a dit, moi je cours et au bout de 3 pas, je m'arrête, moi je suis passé du mode perso, je suis redevenu kiné, je lui dis, ah donc courir ça vous fait mal. Donc, est-ce que ça vous arrive souvent? Oui. Donc ça vous gêne peut-être, non? Oui, voilà. Donc là du coup j'étais repassé du Mika pote entre guillemets au kiné. Ça, dès qu'il y a un truc comme ça qui est contre la logique, j'ai un cerveau bizarre, je me focus dessus et il faut que je comprenne. Mais en fait, si on n'a pas le temps avec le patient, mais en fait, on rate la première étape ici. Et déjà, même si on arrive à cette étape-là, on n'a peut-être pas l'objectif du patient. Et en allant là, en fait, il faut continuer pour avoir cet objectif-là. Et en fait, ça l'impactait hein, de ne pas pouvoir faire ça. Sauf, je sais pas, peut-être qu'elle s'était dit... soit elle y a pas pensé, soit elle s'est dit qu'elle recourait. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Mais du coup, c'était redevenu un objectif. Et en fait, bah, quand on faisait la partie sur le tapis, où le but c'était de se fumer un peu, bah, au fur et à mesure, on a accéléré. Le temps était toujours le même, on augmentait à chaque fois la vitesse. Et puis, en fait, bon, à la fin, on est arrivé sur un rythme de course. Voilà. Et courir quelques minutes à 8-9 km/h, c'était devenu possible. Sauter, c'était devenu possible. Et en fait, elle allait mieux à la fin. Donc en quelques semaines, son genou était capable de faire énormément de choses que ses genoux n'étaient pas capables de faire avant. Et pareil, qu'est-ce qu'elle avait cette personne-là? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En fait, on a pris le problème et on a essayé juste de se dire, le genou, qu'est-ce qu'il peut faire? Ok, ça il peut faire, donc bah, on continue de faire. Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Il peut pas faire ça parce que ça provoque la douleur. Donc on va exposer progressivement aux activités qui provoquent la douleur et voir si à chaque fois on peut gagner un petit peu de terrain. Voilà. Si je devais donner une explication, mais là ça tient qu'à moi, c'est que le genou il a dû avoir de la douleur à un moment donné. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait de la douleur, elle avait plutôt tendance à arrêter l'activité. Voilà. Et donc peut-être qu'elle a perdu en capacité sur certaines activités. Parce que par exemple, faire des fentes lourds et tout ça, vu qu'elle faisait de la muscu, c'était possible. Bon, il y avait des petites douleurs à la muscu. Mais elle pouvait. Alors peut-être que tout ce qui est course et tout ça, vu qu'elle faisait pas régulièrement, qu'elle avait peut-être dû s'arrêter ou quoi, bon, elle avait perdu en capacité. Et on a juste réexposé et c'était mieux. Voilà. C'est mon hypothèse, je pourrais jamais savoir vraiment ce que c'était, mais juste pour dire, je savais pas ce qu'elle avait et j'ai réussi à l'aider. On a réussi à construire à deux le programme qu'il lui fallait. Et peut-être qu'il y avait plein d'autres programmes différents qui auraient pu fonctionner. Hein. Avant de passer au dernier cas clinique, pour vous dire si vous aimez bien les cas cliniques, justement, je vous ai mis les 4 que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Enfin, les 4 vidéos, à chaque fois, il y a un à 3 cas cliniques. Ici, on parle de dos rond et de tendons qui frottent, donc c'est sur les croyances des patients. Là, c'est sur pourquoi en fait il faut pas tout mettre sous le compte des tendinites. Ici, on va parler d'ambivalence des patients, et ici, c'est des échecs thérapeutiques, soit qui étaient de ma faute, soit j'estime que ça pouvait peut-être être plus la faute du patient, voilà, ou parfois on était deux à être responsables. Et voilà tout ce qui est sorti jusqu'à présent, et on va attaquer avec le dernier cas clinique. Et donc là, dernier cas clinique, un peu plus récent encore que celui juste avant. Femme de 75 ans qui vient pour des douleurs au niveau du rachis lombaire, diagnostic lombalgie. Incroyable, encore un diagnostic inédit. Donc c'est une personne plutôt âgée, hein, plus de 75 ans, qui pouvait plus tenir plus de 5 à 10 minutes debout, et impossible de marcher plus de 5 minutes depuis plus de 2 ans. Donc en fait, depuis plus de 2 ans, elle faisait des déplacements, voiture, voilà, tout ça, mais elle pouvait plus sortir de chez elle à pied. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait contre toute attente un bilan, ok. Alors dans ce qu'elle m'a raconté, quand elle m'a raconté son histoire, alors c'était quelqu'un qui était pas très bavard, donc j'ai dû poser des questions, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Pas grand chose qui ressort de ça, à part son âge en fait, hein, forcément l'âge c'est en soi un red flag, hein, parce que du coup il y a des comorbidités qui peuvent s'additionner. Bah forcément plus on vieillit, plus il y a des risques de pathos, enfin bon voilà.
Donc on fait un long bilan, donc en plus on doit bien parler, c'était bien long parce qu'en fait elle comprenait pas trop ce que je faisais, donc même à un moment donné j'ai l'impression de l'agacer. Donc, petit tips, quand vous posez... Des fois ça peut arriver, vous avez un patient qui vient vous voir, et vous voyez que vous commencez à lui poser des questions, et soit il répond peu, soit à la limite il veut pas vous répondre, et vous voyez dans son attitude qu'il se passe un truc. Dans ce cas-là, il faut être cash et demander. J'ai l'impression que je vous embête. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et la personne en général, elle va vous parler. Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Il y a un cas, un mec qui m'avait dit bah oui, je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Ok. Donc, bah, j'ai essayé de lui expliquer. Cette personne-là n'a jamais voulu comprendre l'intérêt des questions. Et même ce pasteur-là, je lui pose des questions et tout, et pour l'anecdote, je vais poser trop de questions, il avait menacé de porter plainte parce que je posais trop de questions et que je voulais pas le masser. Donc bien évidemment, avec cette personne-là, j'ai pas fait de séance. Et par contre, cette dame-là, c'est juste qu'elle comprenait pas trop tout l'intérêt des questions, mais en lui expliquant, en parlant, elle avait tout à fait compris, et je crois qu'elle était un peu réticente à venir chez le kiné, parce qu'en fait, elle voulait... elle avait mal, elle voulait absolument passer une radio. Sa médecin avait pas voulu lui donner la radio, donc elle s'est dit bon bah je vais faire les. Elle avait 10 séances de kiné, elle a dit. Elle est venue en se disant je vais faire 10 séances de kiné, ça aura pas changé, je vais retourner voir ma médecin, et comme ça elle va me faire une radio. Je pense que c'était ça vraiment son truc, elle me l'a pas dit comme ça, moi c'est ce que j'ai compris. Donc on fait un bilan neuro, voilà. Alors il n'y avait rien de vasculaire, donc j'ai mis vascurien, mais j'ai rien regardé de particulier. En fait, j'ai juste regardé sa tension, mais tout était nickel. Et inflammatoire, bon, il n'y avait pas grand chose. En termes de facteurs de risque, bon, bah, il y avait l'âge, mais c'était pas une personne. Elle fumait pas, par exemple, elle avait pas d'hypertension, elle fumait pas, elle buvait pas. Pas de traitement en cours, pas d'antécédents particuliers, voilà. Donc, voilà, et là c'est la différence. Donc, je me suis dit, on commence les traitements, mais par exemple, si on reprend la jeune d'avant, ici, zéro, au final, avec mon test, zéro drapeau rouge, je vois pas de problème. Niveau de suspicion, je suis au vert, je me dis, on y va, il n'y a pas de souci. Là, la personne, elle n'a pas le même âge, niveau de suspicion, je trouve rien, mais niveau de suspicion, orange. C'est-à-dire, on commence, mais à tout moment, s'il y a un truc bizarre, on renvoie, ok? Voilà comment on joue avec le niveau de suspicion en fonction du patient, ok? L'autre, c'est pas parce l'autre, c'est parce qu'elle était jeune et il y avait rien, donc vert. Là, il y avait rien a priori, mais la personne est âgée, orange, on sait jamais, douleur qui dure depuis longtemps, tout ça, bon, voilà. Donc on fait tout un tas de tests, pour exclure tous les problèmes qui pourraient poser, qui seraient importants, on va dire. Et puis à un moment donné, bah, on arrive et puis on va tester les mouvements du dos. Et en fait, quand elle fait de la flexion répétée, ça lui fait mal au dos, ça lui fait mal plus elle en fait, plus ça fait mal. Et après on fait de l'extension, et ça va mieux. Ok? Donc on a fait ça plusieurs fois. Ok? Et on a trouvé un autre mouvement qui soulageait, c'était la rotation gauche. Quand elle faisait de la rotation à gauche, elle disait ah ouais, ça va mieux. Donc on fait de la flexion, ça fait mal. On fait de l'extension, ça va mieux. On fait de la flexion, ça fait mal. On fait de la rotation gauche, ça va mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, est-ce que je pourrais faire ça chez moi? Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée de refaire ça chez vous. Et donc, du coup, elle est repartie avec ses mouvements d'extension, rotation. Après, elle m'a dit combien de fois je dois le faire par jour? Je lui ai dit bah, bougez le plus possible, on a qu'à se dire toutes les heures. Elle m'a dit toutes les heures, j'ai pas ton temps. Est-ce que toutes les 2 heures c'est bon? Je lui ai dit toutes les 2 heures, c'est déjà très bien. Elle a fait toutes les 2 heures. Elle revient après une semaine, et là, elle a quasiment plus de douleur, en fait. Et elle peut tenir 30 minutes debout, et elle est venue au carb en marchant. Sachant que, par exemple, elle, ce qui a dérangé, c'était que quand elle faisait sa cuisine, au bout de 5 minutes, elle devait s'asseoir pour se reposer. Là, elle pouvait tenir largement plus de 30 minutes. Elle devait s'asseoir au bout d'un moment parce que ça lui refaisait mal, mais ça restait beaucoup moins longtemps. Donc elle pouvait faire des pauses beaucoup moins fréquentes et beaucoup plus courtes. Et elle est venue au cab en marchant, elle m'a dit ouais, j'ai marché 20 minutes, donc de chez elle au cab il y a 20 minutes à pied, elle m'a dit j'ai marché 20 minutes, c'est la première fois que je fais ça en 2 ans. Donc bah, c'est plutôt très bien, sachant que dans les objectifs, vu que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas marché, nous on s'est dit marcher 15 minutes dans quelques semaines, ça serait déjà très bien, au bout d'une semaine, elle marche, ok. Ensuite, elle me dit en fait ça allait mieux, et à un moment donné elle me dit pendant une séance bon bah en fait c'est vrai que bah, mon dos ça va mieux, j'ai juste mal quand je porte des courses, en fait chez moi il y a une rampe comme ça, et quand je porte le sac de courses d'une seule main ça me fait mal. Je fais bon bah on va essayer
de marcher avec des poids. Ça fait combien votre sac? Elle me dit ouais 5-6 kilos, bon vas-y on va commencer avec 3. Marche du fermier avec des poids dans les mains. Voilà, on a commencé avec 3 kilos. Elle a refait un peu chez elle avec soit des bouteilles d'eau ou elle mettait des choses dans un sac. Semaine suivante elle revient, pareil. Ah bah maintenant ça va mieux. Elle me dit mais là il fait beau, du coup quand j'étends mon linge, bah ça me fait mal aux épaules. Ah vous avez mal quand vous levez les bras? Bon bah ce qu'on va faire, c'est que on va travailler avec des poids pour faire ça. Pour voir si ça marche. Pareil, elle fait ça, donc du coup même pour vous dire, au bout de quelques séances, elle faisait des développés épaules avec 5 kilos, et c'est elle qui voulait prendre plus lourd à chaque fois, alors que des fois il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, et par exemple qui les 5 kilos, en fait, bon, c'est ça qui pose problème. En fait, les 5 kilos, on a un rack, et à la fin du premier rack, c'est les 5 kilos, et ils sont noirs. Et donc, du coup, je pense que le fait que ce soit au bout du rack, malgré qu'il y ait une rangée au-dessus, ça fait peur. En plus, ils sont noirs, ça fait encore plus peur. Donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose dans la tête des gens qui se disent, voilà. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faudrait que les haltères, ils soient tout le monde, enfin tous ceux qui ont les paires d'haltères avec des couleurs différentes, je pense que la couleur ça joue sur la perception du poids. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que moi, si c'était moi, j'achèterais des poids qui seraient tous de la même couleur, ok? Et je les disposerais d'une façon où ça semble pas vraiment lourd, voilà. Enfin, pas forcément extrêmement lourd, ok? Mais voilà, en gros, juste pour dire, pareil, c'était une personne qui était... donc je sais pas ce qu'elle avait, ok, pareil. Il y avait, pour moi, elle avait juste besoin de plus bouger. Elle était réticente à la kiné, finalement, tout s'est bien passé. Donc en fait, au bout de quelques séances, ça allait beaucoup mieux. Elle avait une dizaine de séances, et à la fin, on a rajouté, je pense qu'au bout de 7, ça allait mieux, je sais plus. Et on est juste allé au bout des 10, parce que, en fait, vu qu'elle voulait sa radio, elle s'est dit, si je fais pas mes 10 séances de kiné, ma médecin, elle voudra pas me prescrire une radio si ça va re-mal. Elle voulait sa radio, elle. Hein. Ça va re-mal, donc elle voulait aller au bout des 10 séances, comme ça, si la douleur, elle revient, elle pouvait dire à sa médecin, j'ai fait mes 10 séances, j'ai toujours mal, je veux ma radio. Bon, finalement, je sais pas si elle a fini par faire sa radio, mais en tout cas, quand elle avait fini les séances, c'était une autre personne, hein. Franchement, entre ce qu'elle était capable de faire avant de venir et après, voilà. Mais tout ça pour dire, en fait, que... En fait, je sais pas ce qu'elle avait non plus, cette dame-là. Voilà. C'est donc... Tout ce qui est vertèbre de... J'en sais rien du tout. Quelle était la structure qui faisait mal? J'en sais rien. Voilà. Juste 2 étapes clés. Screener les red flags, pour être sûr que c'est bien à vous que doit s'adresser le patient. Et deuxième chose, juste écouter les patients. Et encore, dans le premier cas, vous avez vu que je n'ai même pas écouté. Ok, je l'ai pas bien écouté en tout cas. Donc voilà, on a fait 3 cas cliniques. Et en général, ces vidéos-là, on les finit avec une petite analyse de commentaires. Donc pour ceux qui veulent rester pour analyse de commentaires, vous restez. Sinon les autres, on se dit à la prochaine. Salut. Et donc récemment, j'ai eu ce commentaire sous une de mes vidéos où c'est un physio bullshit où j'analyse en fait ce que raconte Rudy Koya sur le mal de dos. Et donc il raconte n'importe quoi et en fait j'essaie juste de ramener un peu de vérité dans ce qu'il dit parce que on peut pas laisser des gens dire n'importe quoi. Et donc en fait on me dit Michael, t'as l'air de prendre vraiment plaisir à saccager le travail des autres plutôt que d'enseigner simplement ce qui est bien. Sais-tu comment ça s'appelle en psychologie? Alors tu sembles avoir toutes les connaissances pour être du côté de la force. C'est-à-dire que tu sembles avoir toutes les connaissances pour être, je pense qu'il voulait dire, du bon côté de la force. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand je fais ce genre de vidéos sur le physio bullshit, je prends à aucun moment du plaisir à les faire. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un mec qui s'est permis de faire une vidéo où il raconte n'importe quoi avec des affirmations fausses et en fait, le problème, voire dangereuses, finalement. Et donc ça me fait pas plaisir de faire ce genre de vidéo, j'aimerais bien ne pas avoir à les faire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si vous avez quelque chose à dire, faites comme moi je fais, c'est-à-dire attaquez ce que je dis, m'attaquez pas moi. Essayez pas de m'analyser, de faire une analyse psychologique de ma personne. Déjà moi, je m'en tape de votre analyse. Je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas si vous êtes compétent pour faire ça déjà d'un. Et de deux, les autres s'en fichent, en fait. En commentaire, les personnes s'en fichent de vos analyses à 2 balles. Donc attaquez-moi sur le contenu à chaque fois. Et pour le moment, en fait, j'ai eu aucune attaque sur le contenu, personne qui m'a dit de manière structurée « Ah oui, non, mais en fait, là, tu t'es trompé, nanani, nanana. » Non, à chaque fois, c'est des sophismes, des attaques personnelles, et voilà. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Deuxième chose, pourquoi je me permets de critiquer
En fait, si une personne fait des choses de son côté, on va dire, et fait n'importe quoi, je vais pas, par exemple, on prend la personne qui fait la vidéo ou qui dit n'importe quoi sur les problèmes de dos, si à son échelle il veut prendre en charge, alors qu'il n'est pas du tout apte à faire ça, légitime à faire ça, prendre des personnes avec des douleurs, il veut prendre en charge des personnes avec des douleurs, pourquoi pas? Fais-le, ok vas-y. De toute façon, à ton échelle, tu vas pas prendre des milliers de personnes. Par contre, quand tu utilises un canal de diffusion où tu as de la visibilité, comme YouTube par exemple, et que tu viens sur l'espace public pour dire ce qu'il faut faire et donner des conseils, bah moi là je serai présent sur le même espace public pour dire qu'en fait les conseils que tu donnes, c'est de la merde. Voilà. Et c'est normal. T'as la liberté de t'exprimer, j'ai la liberté de critiquer. Donc en fait, la seule question que je vais vous poser à chaque fois, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais? La seule réponse est oui, bon bah je le fais. Est-ce que vous avez le droit de m'empêcher de le faire? Non, donc bah je le fais. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est important, de bien comprendre. Ok, c'est important de bien comprendre ça. Donc arrêtez avec vos analyses, de vous, voilà, arrêtez avec vos sophismes, arrêtez. Parlons du contenu, ok? Et à chaque fois je le dis, je m'attaque pas à la personne, ok? Je m'attaque à ce que la personne elle dit, ok? Et les personnes, elles ont des droits, a priori les idées n'en ont pas. J'ai le droit d'attaquer tout ce que je veux. Comme d'habitude, si j'ai envie de dire l'ostéopathie c'est nul, j'ai le droit de dire c'est nul. Par contre, je me permettrai pas de dire les ostéopathes sont nuls parce que ça n'a aucun sens de dire ça. Toujours pareil. On parle d'un groupe hétérogène de personnes avec chacun ses caractéristiques. Toute affirmation que je ferai qui concernera le groupe dans son ensemble sera forcément fausse, à moins que je fasse une affirmation vraiment très générale qui n'apportera rien au débat. Donc voilà. L'ostéopathie c'est nul, j'ai le droit de le dire. Les ostéopathes sont nuls, je ne me permettrai jamais de dire ça. Parce que ça n'a aucun sens de dire ça. Et ce serait la porte ouverte justement bah là pour le coup à me faire contredire et de manière logique. Voilà. Et on va finir avec le même de la vidéo. Tu peux aider les patients sans savoir ce qu'ils ont précisément. Voilà. La seule chose qu'il faut savoir, c'est être sûr que la personne n'a pas de pathologie grave et écouter le patient. Voilà. Et si vous faites ça, bah, vous êtes déjà super. Ok? Donc, la vidéo, elle est terminée, et puis on se dit à la prochaine. Salut!